Salut à tous. Attendez, je vois pas bien. C'est bizarre d'être sur scène. Je devrais y être pour d'autres raisons en ce moment. Ça va? Je vais vous parler d'une grande histoire de ma vie qui est l'image et puis la post-production, la 3D. C'est une histoire d'amour qui date d'il y a très longtemps. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a offert un Mac euh, avec la version 2 de Photoshop, je crois. À l'époque, il fallait un plugin pour ouvrir des JPEG et pas vraiment d'Internet. Et puis de ça, en fait, j'ai créé ma vie, en fait. Euh, Vous connaissez peut-être ma carrière de réalisateur ou de musicien, mais aussi je fais beaucoup de post-production. Je voulais vous parler de ça, puis je voulais vous parler de l'idéologie que j'ai mis en place autour de mon travail. Euh, Ça, c'est le kintsugi. C'est une méthode de travail et un art japonais qui consiste à réparer euh, une poterie avec de l'or. Euh, c'est une forme d'art qui me fascine, mais qui me fascine de manière plastique, mais aussi en termes idéologiques, parce que je crois que l'intégralité de mon travail, il a été de réparer, de contourner des contraintes, de travailler autour des limitations qui se présentaient en face de moi. Et le kintsugi, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête pendant longtemps. Et je vais vous expliquer, plutôt que vous parler de mon travail, je vais vous expliquer comment j'ai fait le filou pendant toute ma carrière et comment j'ai contourné les contraintes constamment. Mais en plus de travailler sous la contrainte, je travaille avec les contraintes et comment elles m'ont permis de créer des images qui sont par nature remplies de contraintes. Ça, c'est Iron. C'est le film qui a un peu changé ma vie. En 2011, je me lance mon projet musical, Woodkid, et j'ai envie de grandes choses. J'ai envie d'explosions, j'ai envie d'images hollywoodiennes. J'ai envie de scènes de bataille, j'ai envie d'animaux, j'ai envie de chouettes, j'ai envie de rapaces, j'ai envie de costumes. Tout ça coûte de l'argent et très vite, je rencontre un premier mur, une première contrainte, l'argent. Je pense que vous la connaissez tous. Ce qui est marrant autour du projet de mon premier album, c'est que l'esthétique de mon premier album, elle est axée autour du noir et blanc. Le noir et blanc, c'est le centre de ma première campagne, sur les visuels, sur les photos de presse, sur les clips, évidemment. Il faut savoir que cette contrainte, en fait, je me la suis imposée par une autre contrainte qui est celle de l'argent. En fait, c'est des images du tournage. Donc, en fait, j'ai tourné mes acteurs, mais pas une par une, en compositing. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pas les moyens de faire appel à un stunt coordinator qui aurait coordonné des scènes de dingue avec tous les chevaux en même temps, les explosions, etc. Ce que je pense n'importe quel studio hollywoodien aurait utilisé comme approche dès le début. Là, il fallait que je ruse un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné tous mes acteurs un par un sur fond vert. Voilà une petite image très exclusive. Ça, c'est une passe en caméra fixe de Iron. Donc, un fond vert pour une intégration. Là, à l'époque, je tourne en fantôme, donc c'est une caméra qui peut tourner jusqu'à 1000 images secondes. Et puis, quand j'ai tourné tous mes acteurs, quand j'ai tourné mes chevaux en studio, quand j'ai tourné mes rapaces, quand j'ai tourné à peu près tout ce que je pouvais tourner, j'ai plus d'argent. Donc, j'ai plus d'argent pour faire des décors. Et puis, j'ai plus vraiment d'argent pour faire une incrustation complexe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe le film en noir et blanc. Le film, il est construit uniquement là-dessus. Et le deuxième aussi, après Run Boy Run, c'est la même chose. C'est simplement des passes qui sont assemblées et qui sont détourées juste au l'endroit où il faut, pour éviter des bleeds de couleurs qui deviennent trop complexes en post-production à gérer, ou en tout cas trop longs, parce que le temps, c'est de l'argent, des incrustations de superposition trop complexes. Et en fait, j'axe ma narration autour de l'idée que mon film est un film de composition plus qu'un film d'action. C'est une autre image qui donne cette image. Et le fond ici, il est mon fond vert en fait. J'ai aucun travail de compositing au niveau du haut du corps. Ça, c'est quelque chose qui, en termes d'économie, m'a permis d'en faire un film, évidemment sans mouvement de caméra, sans track 3D, sans motion control, qui est un peu la bête noire des réalisateurs. Ça fait un film qui est un film plus de vignettes, mais qui du coup me permet d'orienter ma narration plus sur la composition, sur le compositing. D'ailleurs, je dois remercier, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient avec moi chez One More à l'époque,
qui ont travaillé très dur là-dessus sur le compositing en flame. On a tout fait en flame la nuit. Et voilà, donc ça c'est toutes mes passes séparées sur un même axe de caméra. Et mon fond vert qui est en noir et blanc. Ça c'est un petit extrait, si vous ne le connaissez pas. L'autre économie, c'est qu'en fait mes plates... ah tiens, ça n'avance pas. Eh ben alors attends, je reviens en arrière. Voilà, bon, bah, vous aurez le droit qu'à ça. Normalement, ça avance plus. Les plates de fumée, c'est du fumée fixe à l'époque. Il n'y avait pas vraiment Houdini encore. Il n'y avait pas d'outils vraiment très économiques pour les explosions. Et en réalité, j'ai abordé la post-production comme de la pré-production. C'est-à-dire que j'ai pré-rendu une série de passes, je crois 8, ou quelque chose comme ça, d'explosions, que j'ai ensuite assemblées les unes derrière les autres, en compositing, pré-rendu en fait, avec une couche alpha. Ce qui m'a permis, en fait, en termes idéologiques, de penser les explosions comme un élément que j'aurais filmé, en fait, comme des plates de caméra, en fait. Et si, normalement, vous auriez vu le film jusqu'au bout, pendant que je parle, vous auriez vu qu'en fait, c'est la même plate qui se répète over and over again, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas, là. Donc, voilà. Vous allez le voir sur YouTube si vous ne l'avez pas déjà vu. En fait, voilà, là, il y a une vraie forme d'économie, de filouterie, mais c'est juste, voilà, c'est une histoire d'argent. Une autre histoire d'argent, Jewels, ça c'est un clip que j'ai fait en 2014 pour un artiste qui s'appelle Black Atlas. Je vais essayer d'être honnête, je crois que j'avais 3 500 € pour faire ce film. Mais ce film inclut un tournage, donc il a fallu qu'on tourne des acteurs, et je savais qu'il fallait que ce soit une pièce de post-production aussi, parce que j'avais à ce moment envie d'images synthétiques. Ça, c'est mon diagramme préféré. Je pense que vous le connaissez tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est des 3 choses que le client demande toujours, sauf qu'on a le droit de choisir que 2 choses. Il n'était pas question pour moi que le film ne soit pas beau, donc il me restait cheap et fast. Il était évidemment cheap, donc je ne pouvais pas être rapide. Donc j'ai pris 4 mois et demi, je me suis enfermé chez moi, tout seul, sur mon ordinateur. Ça, c'est une contrainte. L'autre contrainte, c'est que cet ordinateur était un Mac. À cette époque, c'est les débuts de la photogrammétrie, photoscan. La manière dont j'ai travaillé, c'est que j'ai tourné mes acteurs avec une caméra fixe en studio, dans la lumière qui me plaisait pour le look final de mon film. Je lock mon acteur sur une position fixe, je filme la performance. Quand la performance est terminée, je retire la caméra, je saute autour de mon acteur avec une caméra DSLR et je fais une série d'une quarantaine de clichés pour ensuite pouvoir recréer un modèle assez rough en 3D et reprojeter le footage d'origine, caméra mapping en gros, mais d'un feed vidéo. Évidemment, ça me limite dans mes axes, mais très vite, je me rends compte qu'en fait, ça me suffit. Par exemple, ici, on voit les yeux qui bougent, qui sont en fait envoyés, reprojetés sur le modèle, qui est en fait assez rough dessous. Mais comme ma méthode d'éclairage est que j'utilise une passe d'ambiance flat sur mon modèle, et en fait, c'est la lumière de mon tournage qui raconte l'histoire de la lumière dans mon film, je n'ai pas à reprojeter quoi que ce soit ou à relighter quoi que ce soit. Ça marche en fait. Il y a très peu d'artefacts au niveau des yeux, au niveau des bouches aussi, qui me servent pour faire mes lip sync. Ici, si vous regardez le film d'origine, en fait, la bouche est en lip sync. Simplement, vous voyez que le mesh dessous est juste une surface relativement plate qui me permet, en fait, dans la mesure de la limite de ma caméra, de garder une certaine forme de réalisme. Ça, c'est des tests de photogrammétrie que j'avais fait 1 an auparavant pour un film à moi qui s'appelle The Golden Age sur Woodkid. Et ce look m'intéressait. Ça, c'est les artefacts classiques pour ceux qui font de la photogrammétrie. Vous savez tout à fait ce qui se passe, c'est qu'il y a des zones d'étirement, des zones d'artefacts dans les zones sombres, dans les zones complexes à analyser comme les cheveux, etc. Ce look m'intéressait à ce moment-là quand j'ai fait ce film-là. Par contre, sur le clip de Black Atlas, je voulais arriver à ça, c'est-à-dire un look le plus photographique possible, quelque chose de l'ordre de la beauté, quelque chose de l'ordre vraiment du cinématographique. On revient au kintsugi, en fait, là. En fait,
J'ai des zones d'étirement au niveau des cheveux, au niveau des yeux aussi, quelque chose qu'on a du mal à tolérer visuellement en tant que spectateur sur un rendu photoréaliste. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de réparer mes erreurs, j'ai camouflé. Toutes les zones, en fait, qui sont inacceptables pour moi visuellement, je les ai couvertes avec de l'or. Ça m'aide à deux niveaux. Ça m'aide, puisque ma passe de flat, elle est assez fixe, finalement, elle n'est pas dynamique. Si ma caméra tourne autour, les lumières, les specks sur les lèvres, etc., restent assez fixes. Ça me crée au final une image qui est assez morbide parce qu'elle est assez plate, elle n'évolue pas. Alors l'or, là, il me permet d'avoir des rotations de lumière, d'avoir un peu de profondeur dans l'image en fonction du parallaxe de la caméra. Ça, c'est un premier trick. Faut savoir aussi que l'or, là, il est appliqué en compositing. J'ai rendu une passe de flat, d'ambiante, et après j'ai rendu une passe d'UV map. Et en fait, le choix de la découpe de ces zones-là se fait dans After Effects après, sur Mac. Une autre petite embrouille, c'est que là, j'utilise des bons gros bokeh, un peu anamorphiques comme ça, pour justement éviter trop de lisibilité sur les zones qui ne me plaisent pas. Je laisse regarder un peu le film. La morale de l'histoire, c'est qu'en fait, si quelque chose ne vous plaît pas dans vos images, vous n'êtes pas obligé de le corriger, vous pouvez juste le cacher, en fait. Voilà. Ça, c'est un projet que j'ai fait pour Louis Vuitton en 2016. Encore de la photogrammétrie. C'est un film qui sort avec le défilé à l'époque. Il faut savoir que dans la mode, il y a une autre contrainte, qui est que les vêtements finaux ne sont livrés que 2 à 3 jours avant le défilé. Du coup, Nicolas Ghesquer, le directeur créatif de Louis Vuitton, vient me voir en me disant si on faisait un film ensemble, si on faisait un truc de post-prod, etc., tu as 2 jours. Donc, je me tourne un peu la tête. Là, je démarre une collaboration qui a été très fructueuse par la suite avec Unit Motion Design et Scan Engine, je crois qu'ils sont par là. Je leur envoie le bousin en leur disant voilà, j'ai 2 jours pour scanner des filles. Cette fois sur un rig professionnel, il faut que vous mettiez une armée de gars, de filles pour cleaner tout ça, et que je récupère des modèles littéralement le lendemain. Donc ça, c'est la première contrainte. Là, j'avais de l'argent. Donc en fait,
je pouvais au moins me permettre ça. Donc on amène les filles en studio. Évidemment, il y en a une qui porte un manteau en fourrure. Donc pour ceux qui savent, la complexité de remodéliser de la fourrure à partir d'un scan photogrammétrique, c'est un peu un enfer. Je vais passer à la suite, comme ça je vais parler pendant le film. Mon problème suivant, ma contrainte suivante, c'est comme j'ai pas de temps, je vais avoir un problème de rendu, techniquement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas rendu. L'idée du film, c'est en fait de jouer sur l'esthétique du Playblast. En fait, ça me permet d'arriver à une petit élément de réflexion. Là, je refilme mon écran, par exemple, pour vraiment jouer le jeu, en fait. C'est-à-dire que la contrainte ici, elle drive complètement ma narration. Pour nous, ça semble être un peu cavalier de faire ça, parce que c'est des images qu'on voit tous les jours. J'ai presque une aversion, moi, pour ces images-là, à titre personnel. C'est tout ce qu'on essaye de ne pas faire, justement. Mais il faut comprendre que parfois, pour l'œil du néophyte, ce qui pour nous est commun est en fait extraordinaire pour eux. Un mouvement de caméra à la souris, un élément de visualisation, ici des gimbals ou des grilles ou des repères de création. Tout ça, en fait, quand Nicolas a vu ça, il a trouvé ça génial. Et en fait, j'ai pu driver ma narration à partir de la contrainte en lui rendant ça, en fait, un truc finalement pas fini. Et ça a vraiment défini le look de la campagne et de tout ce qu'on a fait derrière après avec Nicolas. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que j'ai appris avec ce film, en fait, à apprendre ce qui était de l'ordre de ma critique technique et ce qui était de l'ordre de ma critique créative. Et que parfois, l'œil technique, il censure l'accès à certaines images. Parfois, vous, techniciens, pour ceux qui le sont, il est possible que vous passiez à côté de quelque chose, que moi je suis passé à côté de beaucoup de choses, parce qu'en fait elles sont communes pour moi, elles sont habituelles. Et en fait ce film-là a eu beaucoup de succès parce que je pense que les gens ont eu accès à une vision de la post-production qui leur est cachée d'habitude. Et ça peut être une vraie économie de contraintes. Pour moi c'était très inspirant de faire ce film parce que j'ai appris beaucoup sur moi-même et sur les erreurs que j'ai pu faire par la suite ou dans le passé. Une autre contrainte, notre cher ami le Covid, enfin notre cher ami IE d'ailleurs, c'est la Covid, j'aurais dû tourner pour ce deuxième single un clip qui a évidemment été annulé, et je me suis retrouvé comme nous tous en confinement à ce moment-là. J'ai pris mes ordinateurs à mon studio, qui cette fois étaient des PC, que j'ai ramenés chez moi, et je me suis assigné à domicile la mission de faire un clip de remplacement en motion design, une lyric vidéo comme on dit, autour d'un autre élément, qui est un élément sur lequel j'ai travaillé l'année dernière avec Unit, encore à nouveau, Scan Engine et Unit Motion Design. Attention, Lego, une copie de moi-même en CGI. Complètement rigué, pour Houdini, vêtements, barbe, pas de cheveux parce que j'en ai pas, mais voilà, tout ça. Et à partir de cet asset, j'ai créé un clip en motion design, en fait, dont le principe est assez simple, c'est une rotation autour de ma tête. Et à l'intérieur de la tête, il y a une sorte de mécanisme. À ce moment-là, je dois rendre chez moi, en 4K, un élément assez complexe, parce qu'il faut savoir que Unit, vous êtes gentil, mais vous avez des super capacités de rendu. Sauf que chez moi, j'ai 2 ordis. Donc je ne peux pas vraiment rendre 4 minutes de footage en 4K. Si j'avais dû le faire, en fait, ça aurait été la totalité de mon confinement et 45 degrés dans mon appartement. Donc, je suis parti sur une petite manigance un peu différente cette fois. Je me suis basé sur la technologie de l'EXR et j'ai rendu en fait toutes mes lumières en une seule passe de rendu de 30 secondes que j'ai répété. Et j'ai travaillé ma lumière en compositing plutôt que de la travailler au moment de la 3D en fait. Ici on voit, en fait j'alterne entre les passes. J'ai des lumières internes, j'ai des backlights. Les backlights sont influencés par ce que je vais rajouter en compositing derrière en arrière-plan. Mes arrière-plans, je les travaille avec des passes vidéo, etc. Vous verrez dans l'extrait après. Et ça influence en compositing la couleur de mes backlights. J'ai plusieurs keylights différentes qui peuvent varier, donc j'en change la couleur, j'en change le rythme, pour qu'à chaque tour, en fait, il y ait une perception différente en fait, de la même passe de rendu. Et ça donne ça.
blade in the chest bones. Pale yellow, relieve the weight and give it a last go. And make it your best shot. Donc voilà. Pour info, donc ça c'est fait sur Redshift. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est très économique pour moi, le rendu sur GPU, parce que ça marche très bien avec ma manière de travailler. C'est que j'ai besoin aussi en IPR de voir les choses que je fais assez rapidement, comme si je tenais une caméra en fait. La typo, c'est aussi fait sur Houdini. C'est une typo procédurale que j'ai programmée pour qu'elle se déforme et qu'elle se transforme en bloc. Et je dois aussi remercier NVIDIA, en fait, qui m'a filé les cartes. Ça, c'est S16, c'est mon prochain album qui sort dans un mois, le 16 octobre. Ça, c'est le cover art. Et je vais vous parler, pour terminer, un peu d'un petit trick que j'ai trouvé sur cet album, qui est un trick de contrainte, en fait, et qui a plein de niveaux de contraintes dans le sens technique du terme, comme dans le sens idéologique du terme, et qui, en fait, a drivé un élément narratif de toute ma campagne. Depuis 5 ans, je vais laisser tourner ça. Ça, c'est un petit teaser de l'album qu'on a sorti l'année dernière. L'année maudite. Voilà. Depuis 5-6 ans, je me suis enfermé chez moi pour plein de raisons. Mais une des raisons, c'était qu'il y avait un outil qui m'intéressait, que j'avais envie d'apprendre. Cet outil, c'est Houdini. Depuis 5 ans, j'ai appris à coder en Vex, en Python, et sur Houdini pour pouvoir avoir à raconter de nouvelles histoires. J'ai voulu utiliser l'outil, en fait, pour driver ma narration. Donc j'ai appris pas mal de choses. Puis il y a quelque chose qui a titillé ma curiosité à un moment, c'est ce qu'on appelle la croissance procédurale, procedural growth en anglais. C'est un principe assez simple. Vous avez un mesh que vous convertissez en VDB, c'est une approche volumétrique de la modélisation. Et l'idée, c'est de créer une légère extrusion de la surface à partir d'une formule mathématique, d'un bruit. En l'occurrence, vous verrez beaucoup des choses qui tournent autour des noise alligators. Et de remécher ce modèle et de recommencer l'opération plusieurs fois. Ça va plus loin qu'une extrusion dans le sens où ce n'est pas simplement selon la normale, mais tout peut évoluer dans l'espace. C'est un élément qui m'a beaucoup aidé à modéliser les éléments de ma campagne. Pour 2 raisons. C'est qu'on va parler de la limite ultime, qui est la limite personnelle. Moi, je ne suis pas modeleur, je ne suis pas vraiment animateur. Je peux faire des choses, je m'en sors, mais j'ai des limites. Et je me suis rendu compte que la machine, là, elle pouvait vraiment m'aider à créer des modèles qui m'intéressent. Ça, c'est les premières recherches que j'ai faites en procedural growth il y a à peu près 3 ans sur Houdini. C'est juste des premiers tests en fait, que je trouvais très intéressants parce qu'il y avait un niveau de détail, une viscéralité qui allait pouvoir driver ma narration par la suite. Je me suis laissé inspirer parce que la machine me donnait pour raconter l'histoire qui allait devenir l'histoire de mon album aujourd'hui. Ça, vous verrez que je suis très fort en capture d'écran parce que je filme mon écran avec mon téléphone. C'est les seules traces que j'ai de ça.
Ça s'appelle de la fainéantise. Je travaille là-dessus. J'apprends après un outil génial d'Houdini qui est assez récent, qui s'appelle Vellum, qui est un outil d'une stabilité assez folle, qui permet de faire des choses assez folles. Et j'arrive à ce genre de résultat. Ça, je ne l'ai jamais montré encore. Il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse quand je le fais, c'est qu'il y a quelque chose de viscéral, et je sais que dans la narration de ce que mon album va être, il y a quelque chose qui va s'aligner. Ça, c'est fait à partir d'un Mixamo. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde sait ce que c'est que Mixamo. On a vu tourner ça dans tous les sens. C'est des ressources de motion capture que Adobe a mis à disposition. C'est la base de l'animation qui est là-dessous. Ce n'est pas mon animation. Ce n'est pas vraiment ma modélisation non plus, parce que c'est le modèle de base qui est, sur lequel j'ai fait appliquer un procédé de croissance procédurale et ensuite re-rigué par Vellum autour d'une animation Mixamo. Donc on est vraiment sur de la filouterie 2000. Là. Je vous explique. Sur mon dernier clip, le premier clip de l'album qui s'appelle Goliath, j'avais un énorme monstre à faire à la fin. Je ne suis pas character designer. Par contre, je sais qu'il y a sur Internet des trucs pas mal qui sont des ressources gratuites ou payantes, mais pas si chères que ça. Notamment un site qui s'appelle Sketchfab. Et sur Sketchfab, j'ai trouvé cette bête, dont le character design ne me plaît pas spécialement, mais globalement me plaît dans sa proportion. Et c'est surtout un character design de jeux vidéo, donc low def, mais avec tout un range d'animation. Ça me plaît pas mal, je vais arriver à en faire quelque chose. Je vais arriver à le détourner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe ça dans ma petite moulinette et j'arrive à ça. Mon modèle d'origine n'est plus vraiment reconnaissable. Par contre, il y a un niveau de détail qui me plaît. Je mets en plus une passe en plus dessus pour vraiment contrôler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la machine qui dicte ça. Il y a des zones où la fréquence du grain est plus ou moins forte. Il y a des zones où le niveau de croissance est plus ou moins évolué. Et comme ça, j'arrive à remodeler presque comme un sculpteur, mais vraiment assisté par la machine. Après, quand j'ai ça, j'ai un gros fichier hyper high def. Je fais un petit remesh, un petit low def. Et j'extrais les bones de mon animation d'origine avec un peu de code, un peu de vex. Ça me fait une espèce de forme en polyline. Et ça, en fait, ça va me servir de bone, littéralement, en termes de mesh, pour réaccrocher mon modèle. Et là, c'est là qu'intervient Vellum, en fait. Avec Vellum, j'arrive à rattacher toutes mes contraintes par certains endroits. Alors là, vous pouvez les voir, elles sont plus claires. Ça, c'est mes contraintes qui sont attachées à mes bones, qui ne sont pas vraiment des bones, qui en fait vraiment du mesh, en l'occurrence. C'est pas un rig classique, en fait. Là, c'est mes points d'accroche. Et toutes les zones que vous voyez qui ne sont pas accrochées, en fait, elles sont libres de se comporter comme elles veulent. Elles sont tirées par la tension, par la dynamique de la simulation. Ça me donne ça, une fois intégré dans l'animation de ma caméra. Donc ça, c'est mon low def, une fois qu'il est animé. Après, je donne ça au studio avec lequel je travaille, et que je dois remercier aussi, Firme Faubourg, qui ont fait un super boulot d'intégration, de FX, de Flame, autour de ce modèle que je leur ai fourni. Et ça donne ça. Vous avez peut-être vu Goliath. Ah non, pardon, avant, il y a juste un peu de texturage aussi. Ça, c'est de l'assemblage. C'est des premières recherches de couleurs, etc. Et ça donne ça. J'ai pas de son, donc j'en ai marre de l'entendre, cette chanson. Ça, c'est ma prise de vue réelle, bien sûr. Je vais vous faire croire que c'est la 3D. Voilà, tout ça à partir d'une anime Sketchfab. J'ai appliqué ça après l'artwork de mon album. Même procédé, c'est un humanoïde hyper simple derrière, sur lequel j'ai appliqué un procédé de procédural grosse. J'ai aussi appliqué ça sur une vidéo que vous avez peut-être vue récemment, pour Colors, une performance que j'ai faite où j'ai réintégré un chien qui m'accompagne maintenant dans la campagne de cet album. Même chose, je suis parti d'un modèle assez simple de chien que j'ai passé dans ma petite moulinette. Là, on voit les contraintes en bleu là, qui sont accrochées. Ça me donne ça. Ça, c'est pareil, un petit animal low def. Ici, le ventre, il est animé avec juste un bruit procédural qui joue sur le rest range de mes contraintes. Donc mes contraintes juste deviennent plus ou moins grandes. Il n'y a aucun ring complexe. C'est vraiment la machine qui fait le reste derrière, en termes de simu.
Je dois remercier aussi Unit qui m'a fait ce beau harnais et qui m'a fourni l'anime de base. Voilà, il se roule un peu par terre, il est content. Voilà, ça donne ça. Ah non, je reviens en arrière. Pourquoi elle ne lance pas la vidéo? Ah voilà, ça c'est l'intégration. En plus, ah bah dis donc, elles sont toutes coupées mes vidéos, qu'est-ce qui se passe? Bon bah voilà, vous irez la regarder sur YouTube aussi. L'intégration était hyper simple en fait parce que j'avais déjà une passe, le Colors m'a fourni la passe de ma performance. J'ai juste un petit coup de boule HDR et puis hop, c'était déjà dedans. Donc voilà, il y a un peu de sur le rendu, il y a un peu de procédural aussi. Il y a des noise procéduraux qui m'ont permis de faire ça. Donc je reviens à ça. Voilà, en gros, je vais vous parler plus que de vous parler de mon travail. Je voulais vous parler de la petite escroquerie qu'il y a derrière parfois. Je vous invite à être des escrocs. Des fois, il ne faut pas rester bloqué par la contrainte. En fait, la contrainte, c'est peut-être un ami qui se déguise. Je me suis rendu compte avec le temps que plus j'avais de l'argent, plus j'avais des moyens pour faire des films, plus je faisais des images qui n'étaient pas intéressantes. Je vous souhaite d'avoir de l'argent pour vos prods, mais sachez que si jamais vous voulez raconter des histoires, si vous voulez plus être des techniciens qui sont toujours considérés en bout de chaîne, et je parle de connaissance de cause, c'est que moi je voulais être au début de la chaîne. Je voulais que ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire drive en fait les histoires qui sont racontées dans les films que j'ai à faire. Si vous avez l'occasion, si vous avez le temps, si vous avez un peu d'argent ou juste un de ces 3 paramètres, je vous invite à essayer de raconter des histoires. Je trouve qu'on manque aujourd'hui de gens en post-production qui savent mettre leur nez dans la pré-prod. Je pense qu'on fait tous un petit peu partie d'une certaine forme de futur et je pense que c'est nous qui aurons plus d'histoires à raconter que les gens qui restent campés sur juste de la prise de vue réelle. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui.